Bonsoir les amis, vous êtes La Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants et Bertrand Scholler pour Rond-Point 3.0. Deuxième vidéo, enfin après le pilote et la présentation, on va parler de l'argent. L'argent, ça doit être quoi? Alors, j'ai juste en introduction, parce que tu as un super flow et tu vas nous ouvrir plein de choses avec tes classes prépa, les écoles d'ingé, t'as bossé dans la télécom, t'as galerie d'art aussi, t'as bossé avec Atali, donc voilà. Donc ça c'est chouette déjà de pouvoir échanger avec toi. On va te lire en fait 2 citations. La première citation, non 3. Tu vois, un mauvais vendeur. La première citation, c'est de l'Ancien Testament. Les Proverbes 22:7. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. On va passer au Nouveau Testament. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 16:1-13. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Ça, c'est pour les catholiques, les bourgeois catholiques. Tu dois en connaître dans les classes supérieures, qui sont plus bourgeois que catholiques. Et la troisième citation, c'est d'Aristote, dans son ouvrage Politique, Indice 12:58. On a toute raison d'haïr l'usure. Ce qu'on en tire procède en effet de la monnaie en elle-même, et ce n'est pas à cette fin que celle-ci a été inventée. Donc, Aristote a déjà une critique de l'usure. La monnaie, en effet, a pour fonction de permettre l'échange. L'intérêt, en revanche, fait croître la monnaie. C'est de la même qu'elle tire son nom. Comme la progéniture ressemble au géniteur, l'intérêt est de la monnaie engendrée par la monnaie. De tous les moyens d'enrichissement, l'usure est le plus contraire à la nature. Donc là, en fait, nous, en tant que connards de rond-point, on a compris que la monnaie, c'est un moyen d'échange. Alors, ça peut être des coquillages, ce que tu veux. Et il faut mieux prendre des choses un peu stables, qu'on ne trouve pas partout, parce que sinon, ton moyen d'échange n'a plus de fonction. Et c'est plus pratique que des croûtons de pain ou des têtes de poisson. On comprend que la monnaie, c'est aussi de la thésaurisation. Tu bosses très fort pendant un mois, puis tu lèves le pied le mois suivant, mais tu as thésaurisé. Et puis là, tu ne peux plus pêcher ou tu ne peux plus faire ton pain, mais tu peux en acheter parce que tu en as fait avant. Ok, ça, ok, on comprend. Mais là, ce que ça pose, en fait, c'est que la troisième fonction de la monnaie, et qui est critiquée par Aristote, et donc ça date pas d'hier, c'est la monnaie comme marchandise. Est-ce que c'est souhaitable? La monnaie comme marchandise comme une autre? Alors, je vais revenir un peu en arrière, mais historiquement, les gens vivaient dans des petites communautés, des petits groupes humains, et c'était chasseurs, cueilleurs, enfin ce que tu veux. Et ils n'avaient pas de besoin de monnaie, en fait. Chacun avait un rôle, et il n'y avait pas de tractation entre les acteurs. Ou de troc, enfin il y avait du troc. Non, il n'y avait pas besoin, parce qu'en fait... si toi tu fais du miel et moi je fais des topinambours... Ils faisaient tout ce qu'ils avaient à faire, et donc ça posait pas, il n'y avait pas de besoin particulier d'échanger. Parce que c'est comme quand tu es dans ta famille, tu vois, c'est l'auberge espagnole, tout le monde mange ce qu'il y a, et puis on rapporte d'autres choses, et ainsi de suite. C'est comme sur le de sa rond-point, chasse, en fait. exactement. Mais au fur et à mesure où les groupes sociaux deviennent grands, et que il y a un commerce qui s'organise, tu vois, de contrées vers d'autres contrées, parce que les gens réalisent qu'à tel endroit ils font du très beau tissu, qu'à tel endroit ils font du thé, qu'ils aiment boire du thé, qu'à tel endroit il y a des terres agricoles qui sont pas utilisées. Les gens commencent à se déplacer, ils commencent à avoir
des employés pour les aider à faire les choses, ils commencent à avoir des échanges à organiser. Et là se crée la monnaie. Et comme tu dis, au début, euh, il y avait des monnaies locales qui étaient organisées par le chef du village ou de la contrée ou du pays. Mais dès que ça devient international, eh ben, les monnaies qui avaient de la valeur, elles étaient fondées sur des pierres précieuses. Parce que il était communément admis en France, en Italie, en Angleterre, que l'or c'était quelque chose de précieux et donc quand la personne mesurait le poids d'or et ça avait une cote entre guillemets, 1 gramme d'or c'était 10 kilos de riz ou tu vois et c'était plus ou moins communément accepté. Donc c'était un troc mais avec un intermédiaire qui était la monnaie qui facilitait en fait la circulation des choses. Tu n'avais pas toujours quelqu'un qui avait un sanglier et qui voulait l'échanger contre du riz, mais tout le monde était d'accord pour échanger contre de l'or, et ça permettait d'aller vite, en fait. Donc la monnaie, c'était un instrument d'échange rapide. Et, euh, et surtout, ensuite, il y a eu la notion de monnaie papier. Donc tu allais voir quelqu'un qui était ton banquier, et tu lui disais, voilà, moi je vais traverser le monde avec, je peux pas prendre trop d'or, donc vous allez me le garder dans votre coffre, dans votre banque, et vous allez me donner des billets de change. Et la personne disait, écoute, ça va bien, puisque j'ai quelqu'un de ma famille à Londres, tu lui donnes avec mon tampon, ma signature, il te donnera la même quantité d'or, moins quelques pourcents, parce que grâce à moi, tu risques pas de te le faire piquer, et lui saura qu'il n'y a que toi qui peux avoir ça. Alors déjà, il y avait un premier problème, c'est que si tu avais ce papier et que tu te faisais tuer sur le chemin, le mec qui avait ton or, profit et perte. Toi, ta famille n'avait pas le papier, le machin, ils ne savaient pas forcément. Donc ça a commencé à créer des problèmes. Parce que tu avais des gens auxquels tu avais fait confiance, et éventuellement, ça pouvait très bien marcher si tu ne te faisais pas tuer. Mais si tu étais tué sur le chemin, il y avait quelqu'un qui s'était enrichi, pas juste du taux d'intérêt, mais il s'était enrichi de la totalité de l'or. Et on a vu, ça a pu arriver aussi dans des guerres ou dans des machins. Tu vois, les banques qui ont des coffres-forts que personne vient réclamer pendant très longtemps, des comptes que personne vient réclamer, puis à un moment, elles se l'attribuent, ou c'est l'État qui le récupère, ou c'est... Mais tu vois, à l'époque, c'était des gens privés. Et donc, tu avais déjà quelque chose de malsain, entre guillemets. Parce qu'à la limite, si tu te fais piquer ton or sur le chemin, ou que... mais là, en fait, tu avais ce problème. Tu n'avais pas d'assurance, tu n'avais pas d'héritage, tu n'avais pas de machin. Donc, ça a créé des conflits entre les gens qui organisaient ce marché de la monnaie papier et les autres personnes. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que pratiquement toutes les religions, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, ont changé ce qu'Aristote disait. Et tu vois, la religion musulmane est encore celle qui est le plus sur on ne fait pas d'argent avec l'argent. Donc l'argent, c'est pas un produit, donc il ne doit pas générer de l'argent. Mais c'est plus le cas de la religion catholique, pas le cas de la religion protestante, et pas non plus le cas de la religion juive. Et ça crée évidemment un avantage concurrentiel considérable. C'est-à-dire que les pays qui considèrent qu'on peut gagner de l'argent avec l'argent, ou les gens qui considèrent ça, assez vite, ils se sont mis à contrôler plus de choses dans le monde. Puisque c'est les grandes banques, les grandes places financières, les grands organismes de prêt, de crédit, vers lesquels s'approchaient des entreprises, qu'elles avaient besoin d'argent, et il y avait des acteurs, leur métier c'était de prêter de l'argent. Mais ils créent leur argent à partir de rien. C'est-à-dire que quand tu vas dans une banque pour dire, exactement, pour dire j'ai un projet de maison, il me faut 200 000 euros, la banque va regarder, elle va dire ouais, il est crédible, il a un héritage déjà, donc il a un bien qui vaut l'équivalent, il a un salaire, sa femme a un salaire, ses parents sont pas morts, donc il va hériter de ses parents en cas de problème, etc. Donc il te donne le crédit. Mais l'argent n'existe pas à la banque. Elle crée l'argent. Elle décide informatiquement qu'elle a créé 200 000 balles.
Tu rembourses, mais le différentiel, toi, tu rembourses. Donc, la banque se retrouve réellement avec cet argent, mais qui n'a jamais existé. donc la création monétaire doit être sous le contrôle, non pas des banques privées, mais du peuple. Et comme cet argent n'avait pas existé, et que d'un seul coup, la banque se met à avoir du vrai argent en réserve, par rapport aux règles de banque, elle peut prêter de plus en plus d'argent. C'est la réserve fractionnaire, ça. Exactement. Et donc, tes premiers remboursements vont permettre à la banque de multiplier, en fait, les remboursements qu'elle fait. Et là, elle invente un truc génial. C'est qu'en fait, elle sait qu'il y a des gens qui vont pas trop rembourser, mais elle va se mettre à vendre ses produits pour les gens qui ont de l'argent en trop et qui veulent le placer. Et donc, elle va créer des produits financiers à placer. Donc, elle va avoir des commerciaux qui vont appeler les mêmes personnes qui ont acheté la maison en disant, écoutez, votre salaire a augmenté, donc vous gagnez maintenant 3 000, vous avez 1 000 de remboursement d'emprunt, vous pourriez vous mettre à placer 500 dans notre produit machin qui rapporte 2% par an. Alors que toi, tu payes 5% ou 6% d'intérêt par an. Enfin, et en plus, vous pourrez accéder à votre argent facilement, en moins de 45 jours, si vous signez ce papier. Mais ils ne te disent pas que fiscalement, tu vas devoir payer des impôts sur les bénéfices et que la banque a des frais. Donc en réalité, tu perds de l'argent en croyant que l'on avait gagné, puisque entre les frais, les impôts, les machins, tu perds de l'argent. Mais surtout, la banque, grâce à toi, elle double la couverture de son risque. C'est-à-dire que si tu n'es plus capable de rembourser, non seulement elle va te saisir ta maison, mais ce que tu avais fait comme investissement chez elle, que tu espérais pouvoir récupérer pour rembourser ton prêt, ça vaut plus rien. C'est-à-dire ça vaut même pas ce que tu as émis. Donc ça t'a apporté 2%, mais comme tu as émis 1 000 euros et que maintenant ça vaut 500 euros, tu as perdu 500 euros. Les pourcents sont calculés là-dessus. Donc, tu as perdu de l'argent en capital, tu as perdu ton bien parce que tu ne pouvais plus faire face à tes dettes. Et donc, en fait, la banque, elle s'enrichit quoi qu'il arrive. Mais si tu as voulu spéculer en bourse avec la banque, si tu as voulu faire partie de l'économie de marché, tu vas payer des droits pour jouer, pour commencer à jouer. Tu vas payer des droits pour récupérer ton argent, tu vas payer des impôts. Donc, la banque, elle gagne quoi qu'il arrive. Parce que même si les actions baissent, pour récupérer de l'argent, c'est-à-dire pour convertir tes actions en argent, tu paieras toujours une commission à la banque. Et que tu peux payer indépendamment du fait de vendre. Parce que tu lui dis, vendez-moi à 100, alors que le truc est à 105. Il dit, ça a baissé trop, maintenant c'est 95. Mais tu as quand même eu des frais de ta banque parce que elle a essayé de vendre à ce prix-là. Puis tu lui dis, c'est à 90 maintenant, sauf que ça descend à 85. Et en fait, comme t'es pas un gros poisson, en fait, tu peux te retrouver à avoir perdu tout ton argent quand c'est en train de tomber, ou rien vendu quand c'est en train de monter, parce que c'était à 100, c'est en train de monter vite, tu dis, dès que c'est à 110, vous vendez. Et en fait, le truc, il reste tout le temps à 107, 108. Donc tu dis, passer à 106. Enfin, tu vois, en fait, les gens ont l'impression qu'ils jouent, qu'ils gagnent, etc. Mais en réalité, c'est toujours la banque qui gagne. Okay. Donc ça, c'est une constatation. Qu'est-ce que tu poses comme principe en tant qu'ingénieur? Là, on a bien identifié l'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur. On a identifié l'argent, un système qui permet de prélever de la richesse produite par des autres, par des producteurs, et de la prélever par différents moyens, au profit de la banque, des banques privées, des corporates, puis après, voilà, ça fait des Rothschild, ça fait des Rockefeller, etc. Concrètement, sur la table, toi en tant qu'ingénieur, pour un système vertueux, un système axé sur la justice, la dignité, le bien commun de tous, tu poses quoi? Alors la première chose que je pose, c'est que déjà, tu peux pas avoir de monnaie supranationale. L'euro, c'est une aberration, et le dollar, c'est un scandale. Parce que c'est des monnaies qui sont imposées aux autres. Donc il y a des pays qui n'ont rien à voir avec le pays qui fait les choix monétaires en question. On n'élit pas le président américain, on n'a aucun rapport
avec le président de la Banque centrale américaine. Et d'ailleurs, lui-même, on se demande dans quelle mesure il n'est pas plutôt lié à des grandes familles qui possèdent les réserves fédérales banques, etc., dans ses choix. Donc déjà, il faut que la monnaie, elle, relève des États. Donc, parce que c'est un outil véritablement de souveraineté d'un État. Mais quand t'as les hauts fonctionnaires qui trahissent, on pense à Pompidou, 73. Ah mais de toute façon, je vais te dire ce qui va se passer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et les problèmes de monnaie datent de bien avant. C'est création des réserves fédérales en 1913. Enfin, t'as le Titanic. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont assez fascinantes en fait quand tu creuses les monnaies. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce de crise financière énorme. Les bulles monétaires, elles sont trop grandes. C'est-à-dire que les États-Unis, par exemple, ils ont plus de 33 000 milliards de dettes, et ça, c'est juste pour la dette de l'État fédéral américain. Mais après, tu as les dettes des États eux-mêmes, tu as les dettes des ménages, tu as les dettes des entreprises, tu as les engagements, par exemple, les engagements vis-à-vis de l'Ukraine, ou vis-à-vis d'Israël, ou vis-à-vis du Pentagone, ou vis-à-vis... tu vois, on sait qu'il va falloir payer ses employés, il va falloir... Donc tu sais déjà que quoi qu'il arrive, tu as plein d'engagements. Puis tu as des engagements vis-à-vis des vétérans, tu as plein de choses. Si tu as un scandale avec des vaccins, c'est l'État qui doit payer. C'est pas les entreprises de vaccination. Ça retombe par contrat dans l'escarcelle des États. Après, à charge pour les États d'essayer de gagner un procès contre le laboratoire pour démontrer qu'en fait, ils avaient tort. Mais les laboratoires, ils doivent avoir tellement de preuves que c'est les États qui leur ont dit de faire ça, qu'ils doivent pas se sentir vraiment en danger. Et peut-être les opinions publiques, elles nous aiment pas, mais en tout cas, financièrement, on est tranquille. Attends, Pfizer, dont le père Bourdon, le fils, travaille chez Pfizer, hein, il était très fier de dire ça, etc. Le gars tout bien gras, là, avec son film de merde. Ouais. Tu l'as croisé dans les dîners en ville, lui? Non. Mais juste pour revenir avec... donc, tu as la dette, mais tu as aussi les produits financiers qui représentent des centaines de fois les dettes. C'est des jeux, en fait. C'est-à-dire que tu as la bourse, donc les actions. Et donc ça, c'est censé être assez correct. C'est-à-dire, c'est des multiples de ce que la boîte pourrait générer comme bénéfice. Donc les gens se disent, bah voilà... Si la boîte, elle fait 1 milliard de chiffre d'affaires, elle fait 100 millions de bénéfices tous les ans, elle va valoir 1,5 milliard, par exemple. C'est 2 milliards. Donc s'il y a 1 million d'actions, chaque action vaut 2000, si tu décides qu'elle vaut 2 milliards. Alors, ouais, d'accord. Attends, ils arrivent aussi à racheter leurs propres actions pour faire monter les cours. Enfin, y a des non, mais schématiquement, ça vaut 2000. Donc, toutes les sociétés du monde, disons que ça représente une certaine somme, cotée ou pas cotée. Tu remarques que les marchés des sociétés, en principe, la valeur des sociétés, elle devrait monter au même rythme que la croissance mondiale. Donc si la croissance mondiale, elle monte à 2%, c'est difficile d'imaginer que la valeur des sociétés monte à 3 ou 4%. Pourtant. Mais là, tu parles de pourcentage. Mais en fait, il faut déjà avoir des indicateurs qui ne sont pas tronqués. Exactement. Et là, en plus, ils sont tronqués. Regarde comment le PIB ou comment l'inflation sont tronqués, comment c'est calculé. Tu vois que déjà, dans tes indicateurs de croissance, etc. Tout est faux. Mais en admettant que c'est faux, de toute façon, tu te rends compte que la croissance de l'économie mondiale, elle est par exemple de... je vais dire n'importe quoi, 4% par an au cours des 30 dernières années, et pourtant la croissance des marchés financiers mondiaux, juste pour les actions, elle est de 7% par an. Donc on a du mal à comprendre le décalage. Alors on t'explique qu'en fait, c'est normal, les sociétés cotées, elles sont plus importantes, elles sont plus grosses, et donc elles croissent alors que les petites sociétés ont tendance à disparaître. C'est pas forcément vrai. Puis il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas beaucoup de demandes de participer au marché financier, comme en Chine, en Inde, etc. Attends, la vraie création de richesse, tu le sais très bien, parce que tu as été là-dedans.
c'est pas les grosses boîtes du SBF 250 ou Ouais. du CAC 40. C'est nous. Parce qu'en fait, ces boîtes-là, elles rachètent, et par effet de masse, en fait, elles rachètent et elles restructurent des structures plus petites qu'elles, elles les absorbent, elles prennent les brevets, elles prennent les fichiers clients, elles prennent peut-être 2-3 process, et le reste, elles dégraissent. Donc en fait, c'est du capitalisme prédateur de destruction, alors que la vraie création de richesse, enfin, nous, comme on le conçoit en tant que connards de rond-point, c'est les petits artisans, c'est les TPE, c'est les mecs qui mouillent le maillot, qui, tu vois, c'est pas les pousseurs de tableurs Excel, c'est les gars qui font vraiment tourner les petites boutiques. Tu peux avoir tous les exemples avec les petits inventeurs. Tu te souviens, tu as dû faire ça à l'école, le nombre d'entreprises de voitures en France avant la Première Guerre mondiale. Ça, c'est la vraie création de richesse. Il y avait une dizaine, douzaine, 14. Il y avait Panhard, il y avait plein de trucs, mais il y a plein de... Et en fait, tout ça a été... Talbot n'existe plus, Simca n'existe plus. Tout ça, ça a été concentré, ça a été bouffé, en fait, pour continuer que Renault ou Citroën, maintenant, Peugeot, ça fasse du profit, mais en fait, derrière, c'est de la destruction. Tu vois bien. Mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les moteurs des voitures, ils sont fabriqués entre 4 ou 5 marques. C'est-à-dire que tu as 4 ou 5 marques Fiat qui travaillent avec BM, qui travaillent avec Peugeot, qui travaillent avec machin, sur le développement de tel type de moteur. Donc tu vois que ça peut pas tenir, puisqu'on est là sur une économie qui est déconnectée de la vraie création de richesse. En fait, ça nous déconnecte, nous, le peuple, en fait, tu as une création d'un système monopolistique qui va créer un besoin. Le besoin d'avoir des voitures qui vont à 240 km/h alors que la vitesse est limitée à 120. Le besoin d'avoir des voitures qui sont complètement électroniques et que tu ne peux plus réparer dans ton jardin parce que tu as besoin d'un ordinateur hyper puissant mis à jour alors pour que la voiture te dise... voilà. On pourrait être en deux chevaux en 4L et on irait d'un point A à un point B de la même façon. Exactement. Et à l'époque, ça coûtait combien une 4L ou une 2 chevaux ? Beaucoup moins. Et maintenant, avec les économies d'échelle, etc., avec une vraie politique volontariste où l'État au service du peuple est sous le contrôle du peuple, et donc ces fils de pute, excuse-moi du terme, mais de hauts fonctionnaires issus de la haute bourgeoisie qui ont trahi pour leurs intérêts la corruption, l'hubris de ces individus-là qui après se payent des apparts à 3 millions à Passy, etc., ils précipitent en fait la chute leur propre chute en fait. Mais tout ça c'est volontaire parce qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les plus grands annonceurs, c'est les boîtes automobiles. Hein. Donc il y a une espèce de création de besoin. Et donc elles ont commencé très très fort à dire qu'en plus t'as pas intérêt à posséder la voiture. C'est-à-dire tu vas la payer comme une location, tu vas payer ta voiture, 300 ou 400 balles par mois. Alors tu fais le calcul, tu dis putain, c'est cool, et puis tous les 2 ans ou tous les 75 000 km, j'ai une voiture, on me la change, etc. Sauf qu'en fait, jusqu'à là, ta voiture, elle était à toi. Donc si elle était un peu rayée, si elle était un peu machin, c'était pas grave. Et puis quand tu la vendais d'occasion, bah, le mec il s'attendait à avoir une voiture un peu ancienne, donc il y avait un petit choc, un petit machin. Mais l'Argus de la voiture, c'était 12 000, tu avais fait un peu moins de kilomètres que prévu, et le type, tu pouvais lui vendre à 12 500 ou 13 000, parce que tu avais moins de bosses qu'on peut attendre pour une voiture comme ça, les fauteuils étaient nickel. Une conservation là, de la valeur, en fait, ouais. Tu vas arriver, et avant de changer ta voiture, ils vont tout vérifier. On va dire, ah, putain, le taux d'usure des pneus, là, effectivement, vous êtes... mais il est 10% plus usé. Alors là, tu as 100 balles. Plus chaque rayure, plus chaque machin, plus chaque truc. Et donc, d'un seul coup, en fait, d'une voiture où tu pensais que tu payes une fortune, mais tu es lié par le système. C'est-à-dire que les mecs, ils vont te reprendre la voiture et essayer. Mais si tu continues à prendre une autre voiture, mais si tu refuses ou que tu veux acheter, ça va avoir des conséquences. C'est-à-dire que tu es rentré dans un système dont tu ne peux plus sortir. Je vais te donner un autre exemple.
t'as plein de pubs pour venez louer la voiture à 5 euros. La grande distribution, les grandes surfaces. Tu te dis, putain, incroyable, comment ils font ça par rapport aux autres loueurs de voitures. Puis tu arrives et tu dis, moi j'ai l'habitude de louer en tout risque. Ah, il dit, nous on propose pas tout risque. Mais c'est franchise 300 euros. Et vous pouvez prendre la meilleure franchise, enfin franchise 1002. Mais si vous prenez bien les assurances, vous avez franchise 300 euros. Alors déjà, tu dis, putain, je veux la louer 15 jours pour avoir la franchise 300 euros, c'est 40 balles. La voiture était à 5 euros, ça inclut pas de kilomètres, donc si tu veux des kilomètres, c'est déjà... parce que tu peux la louer, mais il faut la garder dans le parking pour que ça te coûte 5 euros. C'est-à-dire que tu as le droit de t'asseoir dedans, si tu veux. Mais dès que tu veux faire des kilomètres, il faut que tu en prennes au moins 100. Alors si tu avais prévu de faire 12 kilomètres, c'est con, ça marche par 100 euros. Donc voilà, donc tu vas faire plus de kilomètres que tu en avais besoin en disant bah j'ai 100, mais ça va te coûter de l'essence, et puis peut-être pendant les kilomètres en plus, tu auras une petite rayure, tu vas pas te garer au bon endroit, etc. Puis tu reviens, puis tu as l'habitude de louer un truc, alors comme tu prenais l'assurance tout risque, voilà, puis là tu as l'assurance à 300 balles de franchise, et tu as eu un petit gravier qui a tapé sur ta carrosserie, et il y a un petit point de peinture. Et là, ils te regardent et ils disent, ben, pour l'instant, on va bloquer votre caution, on va voir le garagiste combien il prend. Et honnêtement, tu serais pas mieux avec ta vieille 2 chevaux? Non mais, tu vois, que tu vas garder toute ta vie. Le mec, il va te dire 300 balles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va t'expliquer que la voiture, elle est bloquée 2 jours. Alors là, d'un seul coup, elle est bloquée 2 jours, c'est plus 5 euros. Hein. Parce que 5 euros, c'était si tu l'as loué 1 mois avec toutes les assurances. Plus. Et tu te rends compte qu'en fait, le business model, au-delà du fait qu'en plus, en circulant avec la voiture, tu fais de la pub, le business model, c'est que tu as un problème avec la voiture. C'est-à-dire que pour qu'ils ne perdent pas d'argent avec ces prix d'appel, il faut considérer que 10% des gens vont pas rendre la voiture bien. Tu pousses à la faute. C'est-à-dire que le système, en fait, il est construit sur le fait que tu vas avoir des gens qui vont se faire complètement avoir. Mais ça se passe à l'échelle de la location. Mais ça se passe aussi dans l'entreprise. Tu as des grands groupes industriels qui utilisent plein de sous-traitants et qui vont identifier les sous-traitants qui sont en train de souffrir. Et là, ils vont commencer à les payer plus lentement. Et puis à un moment, ils arrêtent de payer le sous-traitant, qui est dépendant de ce grand groupe à 50 ou 80%. Donc le mec, il dit, putain, je vous en prie, les gars, payez-moi. J'ai besoin pour continuer à acheter le marbre ou le machin. Puis, sinon, j'ai déposé le bilan. Puis le mec, il lui répond pas, il envoie des messages, ils envoient des emails, le type répond pas, puis le mec dépose le bilan, faillite, mais t'as pas payé, en tant que boîte, 70% de ce qu'il avait déjà fait. Et évidemment, t'as payé 0% de ce qu'il devait faire. La boîte liquide, puisque toi, tu refuses de l'entendre, tu dis, moi, je vais pas payer, vous êtes en cessation de paiement, vous n'avez pas fini le chantier. Pourtant, tu as déjà eu livré 50% du travail pour lequel tu as payé qu'un petit pourcentage. Et là, le liquidateur arrive et le patron dit, mais cette grosse boîte, regardez, j'ai fait tout ça, regardez, ils ont accusé réception du truc. Puis le liquidateur va voir la grosse boîte, il fait, bah oui, ça a l'air vrai, regardez sur le terrain et tout. Puis le mec dit, ouais, c'est vrai, mais nous, vous comprenez, on va devoir trouver un nouveau prestataire, ceci, cela. Donc, ce que je vous propose, c'est, on vous file 10% de plus. Puis si vous n'êtes pas content, bah, faites-nous un procès. Alors, le liquidateur dit, ben, je vais pas faire un procès, c'est un groupe mondial, ils ont des bons avocats, ils ont des bons machins. Puis moi, la boîte, il n'y a pas un centime à la banque, donc qui va me payer? Tu vois, le liquidateur. Alors que là, j'ai le mec qui me propose de me filer 10% du reste. Donc, je vais pouvoir me payer royalement. Parce que là, d'un seul coup, je récupère 10%, je dis n'importe quoi, c'est 200 000 balles. Donc là, je vais pouvoir facturer mes heures
Donc, tu as un industriel qui a gagné 500 000 balles, hein, parce que l'autre, il a payé 10%, il avait 500 000 balles d'économie. Le liquidateur qui va et l'entrepreneur qui avait bien bossé, mais qui faisait confiance aveuglément, qui est baisé. La liquidation de la boîte, l'entreprise a dit aux ouvriers en contremaître, recréer une filiale, moi je vous reprends parce que vous avez bien bossé. Puis comme ça, mais tu as des logiciels dans les boîtes pour identifier les boîtes qui sont sur le point de craquer, qu'il va pas falloir payer, etc., etc. C'est industrialisé, ce process. Ça fait penser à Walt Disney, ça. HSI. Walt Disney, il fait ça. Non, mais c'est industrialisé. Ouais. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont tellement cyniques, tellement malveillants, qu'ils ont réalisé que leur boîte, éventuellement cotée en bourse, etc., elle pouvait faire 5 ou 10% de profit en plus sur de la prédation pure. Sur de la prédation de ses partenaires. C'est ça. T'imagines le cauchemar quand tu bosses dans une boîte comme ça, que tu as des gens qui se suicident, des couples qui se séparent, des gens dont on saisit la maison parce que soi-disant ils ont fait des pertes alors qu'ils n'ont fait aucune perte. Ils ont juste quelqu'un en qui ils ont fait confiance qui a dit « Attends, tu sais, on a des retards de paiement, mais tu sais bien qu'on paye toujours et tout, mais les gars, j'ai le couteau sous la gorge. » Payer à Puis après, 70 jours, à 90 jours. Puis personne ne répond. Là, c'est une question importante, c'est la confiance. Non, En tant que gilets jaunes, nous, on l'a très tôt, on a compris que la confiance dans le système, et puis son bras armé qui est l'État pour aller prélever la richesse qu'on produit, c'était mort. Mais parfois, la boîte en question, elle a déjà le remplaçant. C'est-à-dire pendant tout le temps de la liquidation, il est déjà en train de faire le travail. Moi, j'ai rencontré des gens des deux côtés du truc. J'ai vécu les deux côtés du truc. Mais tu n'imagines pas les vies qui sont détruites. Et dans tes dîners en ville, t'as des gars... Non, personne n'en parle. Ah, personne n'en parle. Ah non. Mais alors, comment ils vivent comment tu... Éthiquement parlant, en fait. Tu vois, le gars, il a sur la conscience la liquidation de je sais pas combien de boîtes, je sais pas combien de suicides derrière, de divorces. Non, il s'en rend compte ou pas? Non, mais c'est des gens qui se disent, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc autant que ça me profite, quoi. Si c'est pas moi, tu sais, c'est comme tu as des émissions où tu as des vidéos où tu as quelqu'un qui arrive, un colon qui arrive chez quelqu'un. Oh, je sens que tu vas parler là. Je te prends ta maison, mais si t'es pas content, tu risques de te faire descendre. Et puis, sois content, parce que moi, je te donne le temps de vider tes affaires, parce que peut-être le suivant, il sera moins patient que moi. Laisse-moi deviner. Le colon, il arrive directement des États-Unis, et les mecs, ils sont là depuis plusieurs centaines d'années. Ouais. Voilà. Tu l'as vu la vidéo? Ouais. Incroyable cette vidéo. Enfin, bref. Non, mais c'est fou. Là, toi, en tant qu'ingénieur, ok, on va parler système. Ouais. Là, normalement, c'est les tribunaux de commerce, c'est l'État. Mais les mecs sont exsangues. Il faut que tu imagines un patron qui a bossé toute sa vie pour maintenir à flot une boîte dans laquelle on lui laisse pas beaucoup de marge, parce que l'avantage qu'ont ces grands groupes sur les petits trucs, c'est qu'ils peuvent les pressurer un max. Ils connaissent, ils ont tous les modèles d'évaluation. Donc le type, il lui laisse à peine 10% de marge pour se payer, tu vois. C'est un rapport de force, ok. Mais là... Et donc le type, une fois qu'il est face au tribunal de commerce, il n'y a pas un centime pour se payer un avocat. Oui, mais il n'a pas un centime. Attends, Bertrand, tu réfléchis encore dans le système. Ce système est mort, puisque le système repose sur la confiance. Là, tu as un exemple où les mecs se font carotte, mais que ça peut être les picouses, ça peut être... Enfin bref, la confiance est morte. Ce système, à court terme, tu vois, c'est le Titanic, ça joue et tout, mais il est en train de couler. Mais tu sais qui crée ça? La première chose qui devrait être interdite, c'est que l'État, en réalité, crée des appels d'offres qui font qu'il n'y a plus que des groupes géants qui peuvent répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même pour faire un rond-point dans un village, le maire, il peut quasiment pas attribuer
le rond-point aux entreprises locales. Parce que il faut des assurances, il faut des normes ISO, il faut des machins que ne peuvent pas avoir les petites boîtes. Ils n'ont pas la possibilité. Le mec, si par année, Alors, il est donc, obligé d'aller suivre des semaines de formation... Attends, Bertrand, là, Ouais. ce que tu mets sur la table, c'est la simplification de l'administration, la simplification de la réglementation, etc. Grosso modo, c'est ce que disait, je crois, Idriss Aberkan. Enfin, si le truc fait plus de 100 pages, enfin, tu vois, tu rassembles les élus, tu vois, ensemble. Voilà, vous avez tant de jours pour pondre une réglementation. Et si elle fait plus de 80 pages ou 100 pages, ça passera pas. Ok, ça je comprends, il y a la simplification administrative, c'est un millefeuille. La France, c'est une horreur là-dessus. Ok, mais attends, là, t'as mis le doigt. Tu sais, on rond-point, tu vois, Ouais. on est entre connards, enfin, surtout nous, tu vois. Bon, là, on parle, tu vois, avec quelqu'un qui a de la data d'en haut, quoi. Là, tu mets pas le doigt sur quelque chose qui est ces grands groupes. Est-ce qu'il faudrait pas tout simplement qu'ils passent en coopérative de salariés associés ou qu'ils soient nationalisés ou socialisés? Alors, il y a une différence entre nationalisation et socialisation. Nationalisation, ça va être des têtes d'œufs, des narcs qui vont couler la boîte au bout de 5 ans, donc ça c'est mort. Mais tu vois, est-ce que là, ces grands groupes qui ont des positions monopolistiques, etc., est-ce que là on va En là fait, c'est la prochaine vidéo, tu vois, c'est l'économie. Déjà, tu pourrais avoir des systèmes dans lesquels tu as des sociétés qui font véritablement un audit. Aujourd'hui, les audits, ils sont uniquement sur des questions environnementales, des questions entre guillemets, tu vois, climatiques, si tu fais pas travailler des gens sécuritaires, etc. Donc c'est les espèces de critères ESG, c'est est-ce que tu as suffisamment de femmes, tu vois, c'est la mixité, les travailleurs handicapés, les machins, etc. Donc ça, c'est les critères. Mais tu pourrais très bien avoir des critères qui sont purement basés sur l'intérêt commun. Mais pas sur l'intérêt commun au sens climatique, mais l'intérêt commun au sens comment vivent vos prestataires. C'est-à-dire que si le salaire moyen, si les congés moyens dans la boîte sont de X, mais tous les gens qui sont les sous-traitants de cette boîte, c'est quasiment de l'esclavage. Voir qu'ils sont au Bangladesh, etc. Mais pas de l'esclavage, justement. C'est juste au-dessus de l'esclavage. Parce que les critères, ils sont faits pour permettre de très mal traiter les gens qui sont pas visibles dans l'entreprise, qu'ils aient pas, mais juste assez pour pas être dans les critères esclavage. Parce qu'évidemment, tout ça se fait main dans la main. Puisque, comme tu le disais, dans une autre capsule, on a des grands fonds d'investissement mondiaux, des grandes compagnies d'assurance. C'est ces gens-là qui créent les critères ensemble. Ils vont pas les créer pour rendre pauvre leur boîte. Ils vont les créer pour rendre le business impossible aux petites boîtes. Parce que ces critères-là, ils sont imposés aux États. C'est-à-dire que dans les grands trucs de Davos, dans les grands machins, on dit aux États, vous ne pouvez plus faire construire d'autoroutes, ou vous ne pouvez plus construire de ponts, ou ne peuvent plus construire de maisons que les gens qui ont ces critères. Qui sont des critères qui sont faits pour tuer les petites boîtes, qui ne peuvent plus devenir que sous-traitants de ces grosses boîtes, et qui vont pouvoir les pressuriser un max, et on revient à la catégorie d'avant. Il y a certains pays qui protègent leur marché intérieur comme ça, en ayant des réglementations très complexes. Donc ils protègent leurs grandes entreprises, sous-entendu, les grands champions nationaux sont l'intérêt de notre pays. Et donc tu te rends compte que c'est pire que ça. C'est-à-dire que l'État va partager ses marchés. Il va dire, à toi je te donne cette voie TGV, à toi je te donne le grand stade ou le grand hôpital ou la conversion de la grande caserne, et c'est un partage. Et donc à la fin, grosso merdo, tu vois, le patron il dîne avec le Premier ministre en disant, bah écoute, c'est sympa, t'as bien donné 25% des commandes publiques à un tel, 30% à un tel. Et après, financement des partis politiques. Exactement. Et l'année d'après, s'ils se sont trompés, bah ils vont essayer de revoir la donne. Et tu te dis, t'as 3-4 grands groupes qui se partagent 80% des marchés. Mais ça, c'est vrai, pas que dans ce système. Ça va être vrai dans l'agroalimentaire,
ça va être vrai dans les produits chimiques, ça va être vrai, parce qu'en fait, il y a tellement de puissance dans ces grands groupes qui deviennent incontrôlables. Mais surtout, ils se mettent d'accord entre eux. Donc les États, ils essaient de faire des lois sur les ententes de cartel. Tu sais, on a souvent l'Europe qui fait des amendes, etc. Mais les mecs, ils se marrent bien, parce qu'ils trouvent des moyens de plus en plus sophistiqués pour échapper à ça. Comment veux-tu, normalement, la SNCF, elle devrait être sous des amendes, des monceaux d'amendes considérables pour vendre les billets train très bien. Mais non, pas du tout. Ça dérange personne. Parce qu'en fait, le billet train de la SNCF, ce que tu ignores, c'est que tu l'as payé 100 balles. Mais en fait, si tu l'avais acheté il y a 6 mois, il était à 5 euros. Donc, dans l'inflation, dans le machin, dans le truc, le billet, il est considéré achetable à 5 euros. C'est juste parce que tu es une bille et que tu savais pas 6 mois avant que tu allais prendre le train, tu as payé 120 euros. Mais c'est pas de la faute de la SNCF, qui elle utilise un logiciel qui coûte des milliards, qui a été fabriqué par l'aviation dans des compagnies aériennes de yield management, etc., pour qu'en fait 80% des gens payent 10 fois le prix. Tu comprends? Donc tout est truqué pour en permanence avoir les gens, mais avoir réponse à tout. Ah non, non, c'est 5 euros. Ah ben attendez, vous avez qu'à acheter 6 mois avant. Organisez-vous mieux l'année prochaine. Bertrand, Et quand tu l'achètes à 5 euros, si tu peux pas le prendre à la date J, tu as perdu tes 5 euros. Jusqu'à 40 euros, tu perds ton argent. Il n'y a que si tu le payes à 120 que là, éventuellement, tu as le droit de perdre que 10% de ta somme. Bertrand. Tout est fait pour te prendre de l'argent. Tout. Bertrand, là justement, le titre de la capsule, c'était l'argent. Donc, on demande. Là, on s'éloigne un petit peu, on va un petit peu sur l'économie, c'est la prochaine capsule. Et on sent que ça va être palpitant. Mais au niveau de l'argent, pour revenir à l'argent, à la banque, toi, en tant qu'ingénieur, avec ton gilet jaune, avec ton passé, on est dans la même tranchée. Qu'est-ce que toi, tu peux poser sur la table comme concept radical dans la pensée, pas forcément pour sauver le système, peut-être pour un autre système. Qu'est-ce que tu poses? Mais moi, je pense déjà que quand l'État impose des règles, climat, environnement, etc., comme c'est fait, tu vois, et qui donne éventuellement des aides, donc on a vu que les prix, ils augmentaient 10 fois. C'est-à-dire, tu vois, si tu veux faire mettre une pompe à chaleur et avoir l'aide, la pompe à chaleur, elle va être à 20 000 euros. Si tu passes la pompe à chaleur, si tu veux l'acheter directement hors système d'aide, hors machin, tu vas l'acheter 10 000 euros. Qu'est-ce qui justifie le doublement du prix pour la boîte qui est affiliée pour habiliter, parce qu'il faut que la boîte soit habilitée pour pouvoir te proposer l'aide, alors que le petit artisan local qui a aucune habilitation te dit mais attends, mais moi la pompe à chaleur je l'achète, elle arrive du Portugal ou elle arrive de Serbie, elle me coûte tant, l'installation coûte tant. Donc déjà tu vois que tu as des arnaques. Je vais répondre précisément à ta question. Donc en fait toutes ces choses-là, c'est des incitations à prendre un maximum de fric à l'État et aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, le prix, il est fixé. Mais attends, l'État ne crée pas d'argent. L'État prélève l'argent sur ceux qui produisent. Exactement. Mais donc, lui, il va devoir... Mais en fait, cet argent part dans les grands conglomérats. C'est-à-dire les gens qui ont fait le lobbying pour dire à l'État, il faut imposer les pompes à chaleur, il faut imposer ça, parce que comme ça, la maison, elle va passer de F à machin. Mais entre-temps, ils ont changé la norme sur les fenêtres, ils ont changé la norme sur les cheminées, ils ont changé la norme sur... Et donc, en fait, c'est tout le temps. L'État va financer ça parce que il dit c'est un peu de ma responsabilité, mais les prix vont être triplés. Comme ça, toi, tu vas payer l'équivalent de ce que tu aurais payé sans avoir les aides de l'État. Et l'argent va partir à l'étranger pour enrichir, en fait, ceux qui contrôlent les banques, les sociétés d'assurance, les énormes conglomérats qui produisent tout. Donc, en fait, les États ne contrôlent plus rien. Ils contrôlent plus aucun aspect de leur politique parce que ça, c'est contrôlé par des grands cabinets de lobby, par des grands groupes, en fait, qui dictent à l'État des moyens de faire que non seulement l'État ne contrôle plus rien parce qu'il est surendetté à force de donner ces aides qui ne rapportent absolument rien à personne, puisque, encore une fois, les prix sont fabriqués en fonction des aides et en fonction de la quote-part
que va devoir quand même payer la personne privée en disant mais attends, le truc il est à 20 000, nous avec nous c'est certifié machin. Attends, là Ouais. on parlait de l'argent qui Ouais. part du pays. Il part généralement sous forme de trust anonyme. Il y a une anonymisation des capitaux et le moustique est mort. Non, voilà. Et le point, c'est que, en fait, on parle de l'évasion fiscale. Ça repose sur le système des paradis fiscaux, que ça soit Jersey, l'Irlande, Luxembourg, enfin tout ça. Mais il y a aussi les îles Caïmans, il y a plein de choses, des micro-États qui pourraient être complètement envahis. Enfin, je veux dire, voilà. Et en fait, ça repose simplement sur les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est les trusts anonymes, c'est l'anonymisation des capitaux. Il y a des capitaux, mais il n'y a pas de responsabilité derrière. Tu vois, c'est le film Louise Michel. Tu sais, l'usine ferme du jour au lendemain. Les nanas de l'usine textile, il n'y a plus d'usine. En fait, il y a l'usine, il y a les murs, hein, mais il n'y a plus de. Le patron est parti, les machines sont parties. Ouais. tu vois, et les nanas, elles pètent un câble, elles font putain, elles remontent en fait, tu vois, toute la chaîne, et elles payent un tueur à gages, voilà, un mec super bancal et tout pour faire le truc. Mais là, c'est l'anonymat des capitaux, c'est derrière, on n'est pas responsable, c'est tel trust anonyme, et tu vois très bien que l'État, comme tu dis là, les députés, etc., tous ces bras cassés, il suffirait d'une loi pour interdire. Bien sûr. Les transactions commerciales. Et tu vois, nous, en tant que connards de rond-point, on a été voir Valérie Bugot, qui est docteur en droit, qui a fait des bouquins là-dessus, et sur des concepts de base, tu vois, des concepts très épurés, tu vois, l'évasion fiscale. Et apparemment, ça recoupe certaines choses par rapport à ce que tu disais. C'est tout simplement faire une loi pour interdire que l'État soit en relation avec des entreprises qui autorisent des deals avec les trusts anonymes. Et ça, bah déjà, tu arrêtes l'évasion fiscale. Et je te parle pas de la boulangerie ou du petit kebab. Hein. Je te parle le sénateur Wauquiez il avait fait une commission sénatoriale en 2012. Et, il apparaît avec nous à l'extérieur du Sénat, tu vois, pendant 45 minutes, et il était entre 80 et il savait même pas. Tu vois, donc la commission sénatoriale en 2011, il ne savait même pas combien, en fait, représentait, donc plus de 80 milliards d'euros. Et en 2012, le rapport, la commission a été dissoute parce qu'il faisait chier, tu vois. Et lui, ce qu'il nous a dit, c'est, nous, on essaye de faire changer les choses de l'intérieur, mais on n'y arrivera pas. Vous devez, vous, les gilets jaunes, continuer. Parce qu'il n'y a que vous, la pression extérieure, le merdier, le sbeul, tout ce que tu peux imaginer. Tu vois, quand les bourgeois ils commencent à flipper, que ça crame en bas de chez eux, en fait, là, il y a des questions qui arrivent, tu vois. Mais il y a des mecs qui sont en train de crever, qui sont tellement déter, en fait, qui viennent foutre le sbeul dans notre beau 7e ou notre beau 8e. Alors oui, on est désolé, on va pas s'essuyer les bottes. Nous, on est en train de crever. Il y a des mecs qui font, en manipulant des tableurs Excel, tu vois, qui volent de la richesse. Et nous, ce qu'on recherche et ce qu'on a apprécié dans le travail de Valérie Bugot, c'est que tu as une idée très simple. C'est l'interdiction de tout deal avec des boîtes qui font de l'anonymat de capitaux. Mais donc, tu vois, et ce qu'on te demande, c'est des choses à peu près équivalentes. Alors, limite, il faudrait que tu invites Valérie Bugot pour en parler, tu vois. En fait, le problème, il est beaucoup plus simple à régler. C'est-à-dire que j'évoquais les normes ESG, etc., mais à l'intérieur d'un pays, on peut assez facilement créer des gens qui sont véritablement, mais pas nommés par les gouvernements, nommés par des gilets jaunes ou autres, mais des personnes qui vont être très bien payées, des espèces de douaniers de l'éthique. Tu sais, en principe, ça devrait exister, hein, les énarques, inspecteurs des finances, la Cour des comptes, c'est un peu leur job, si tu veux, de s'assurer que... Mais là, en fait, eux, ils rêvent de bosser dans les boîtes en question pour aller faire ce qu'on appelle pantoufler. Donc, ils vérifient pas toutes les absurdités. Ça, c'est la problématique privée-publique, les passerelles entre le public et le privé. Oui, mais c'est l'essentiel, puisque les normes environnementales, les normes pour les voitures, les gros budgets dans un État, c'est toujours l'éducation nationale, la santé, le machin. L'initiateur des dépenses, dans 80%, c'est l'État.
Tu vois, les normes pour les voitures, elles sont pas pareilles en France qu'en Allemagne. Enfin, tout est fait, tu vois, pour que l'État, il ait un peu de contrôle. Mais en fait, ceux qui créent ces normes pour l'État, ceux qui lui dictent, c'est les grandes boîtes. Et ceux qui en profitent, c'est les grandes boîtes. Et donc, si tu as une vision éthique de ça, c'est-à-dire que si tu as des gens qui connaissent bien le monde public, le monde de l'entreprise, etc. Donc moi, ce que je recommanderais, c'est d'identifier en fait des gens qui ont plus de 50 ans, 60 ans, tu vois, qui ont une vraie éthique, tu vois, qui ont un mélange entre des anciens de la police, des anciens de l'armée, des anciens de la haute administration, mais des gens vraiment qui sont extraordinairement éthiques et pendant les 10 ans... Prends des moines à la limite. Et des moines, des gens comme ça, et qui vont mettre en place des systèmes de surveillance des abus des boîtes, mais sur la base déclarative. C'est-à-dire, tu auras les salariés, tu auras les syndicats, tu vas avoir des gens qui vont les contacter. Tu vois, c'est des médiateurs de l'éthique en entreprise. Et les boîtes seront sanctionnées incroyablement parce que l'Europe le fait pas, les gens le font pas, et donc c'est des espèces d'incorruptibles. Il faut que tu invites Fabrice Grimal là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a fait un bouquin là-dessus. Sur les dérives, en fait, le pantouflage et les carrières payées. T'as des incorruptibles et des gens qui ont un vrai pouvoir, en fait. Bertrand, Fabrice Grimal a fait quand même un bouquin extraordinaire là-dessus. On l'avait interviewé. Et en fait, lui, il met la lumière là-dessus sur on paye des hauts fonctionnaires. Très pointus, les mecs qui ont fait Polytechnique ou les mines, comme toi. Et les mecs, en fait, ils remboursent pas à la collectivité la valeur ajoutée qu'ils ont eue, en fait. Et il faudrait vraiment que tu vois, que tu le... Mais c'est un vrai sujet, ça aussi. Au niveau de la corruption, tu vois, la corruption du cœur et des esprits, etc. Je pense qu'il y a des choses à creuser là-dessus en rond-point 3.0. Parce qu'on en fait 3 aujourd'hui. Hein. Attends, il faut qu'on fasse le 4e, il faut qu'on fasse l'entreprise. Les amis, merci pour tout. Force et honneur, on lâche rien.